Dimanche 27 avril aura lieu au lac de Chalette une balade des motards organisée dans le cadre de la lutte contre le syndrome d'Ehlers-Danlos. Cette maladie se caractérise par une anomalie du collagène et des tissus conjonctifs. C'est une maladie génétique, familiale, malheureusement beaucoup moins rare qu'on ne la présente. Pour nous en parler, nous sommes en présence du professeur émérite Claude Amonet, spécialisé dans la médecine et la réadaptation et dirigeant de la consultation de la maladie d'Ehlers-Danlos à l'Hôtel-Dieu. Bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, professeur, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette maladie? C'est une maladie qui historiquement est ancienne. Monsieur Ehlers, le docteur Ehlers, qui est un dermatologue, l'a décrite en 1900, le 15 décembre 1900 précisément, à propos d'un cas d'un étudiant en droit qu'il a présenté à la Société de dermatologie de son pays en disant qu'il ne savait pas ce que c'était et qu'il demandait l'avis de ses collègues pour essayer de comprendre ce qu'était la maladie, ce qui se passait chez cette personne et comment l'interpréter. En fait, il avait décrit déjà, on a retrouvé le texte, pratiquement tous les symptômes que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les symptômes essentiels. Et puis ensuite, une autre description a été faite plus tard par un autre dermatologue en France, dans l'os, et qui a donné son nom aussi, parce qu'une thèse a été faite en 1933 à Paris par un médecin qui s'appelle Miget, docteur Miget, Alexandre Miget, qui a réuni pour la première fois Ehlers et Danlos. Et depuis, dans le monde entier, on parle de syndrome d'Ehlers-Danlos ou maladie d'Ehlers-Danlos. Donc c'est une maladie, comme vous avez très bien dit, qui touche le tissu conjonctif. C'est une maladie qui touche la totalité des organes. Voilà. Il y a dans ce syndrome des manifestations qui se produisent à tous les niveaux du corps, soit les yeux, les oreilles, la peau, mais aussi l'intestin, la respiration, l'appareil urinaire. Et tout cela donne énormément de troubles, de difficultés. Le tissu conjonctif, c'est 70%, c'est ça, de notre corps? Presque 80% du corps est constitué du tissu conjonctif. On appelle conjonctif, c'est un tissu qui relie les organes et qui constitue aussi les os, les dents par exemple. Et c'est du conjonctif et dedans il y a une colle, ça s'appelle une colle parce que c'est collagène. Et ce collagène réunit entre elles les fibres du tissu conjonctif. C'est ce collagène qui est perturbé, qui est différent et qui fait que le tissu est moins résistant. Et il a moins de caractéristiques physiques importantes, comme par exemple l'élasticité. Il a perdu son élasticité, si bien que les organes s'adaptent beaucoup moins bien aux fonctions. Voilà. Et concrètement, pour les malades atteints, ça se traduit comment cette maladie? Le symptôme le plus important qui domine très largement, c'est la douleur. Ce sont des douleurs. Très souvent, ils consultent les médecins parce qu'ils ont mal. Ils ont des douleurs. Voilà. Des douleurs et de la fatigue. L'association douleur et fatigue est vraiment tout à fait évocatrice du syndrome et doit y faire penser, donc c'est important. Notamment, les patients disent que la fatigue, c'est le symptôme le plus difficile à gérer, le plus difficile à contrer. Alors les douleurs sont très caractéristiques. C'est peut-être des douleurs du dos, ce qui est banal, mais quand les douleurs du dos sont associées à des douleurs du ventre, à des douleurs des articulations qui surviennent à tout moment, surtout après des mouvements bien sûr, et quelquefois avec un peu de retard, à des douleurs des côtes, à des douleurs de la peau qui est souvent extrêmement sensible, très très douloureuse, qui donne lieu, ça c'est une chose qui attire l'attention quelquefois, à ce que j'appelais signe de l'étiquette, parce que l'étiquette gêne, tellement la peau est hypersensible, et on les enlève. Et donc devant les douleurs, devant une grande fatigue, parce que les enfants s'endorment en classe, on est toujours fatigué, on a du mal à se mobiliser, le corps paraît lourd, énorme, tout paraît difficile. Ça peut être très handicapant. Ah, c'est très handicapant, bien entendu. La fatigue conduit certaines personnes tellement de pouvoir marcher que transitoirement, le plus souvent, mais ils utilisent un fauteuil roulant parce que c'est pas possible. Ils sont épuisés. Les douleurs, évidemment, gênent énormément, surtout les douleurs au niveau des épaules, autour des épaules et du cou. Donc c'est une maladie très handicapante, pas connue. C'est les deux symptômes qui attirent à l'occasion, par exemple, d'une urgence abdominale avec des complications au niveau de la vésicule. Il y a souvent des calculs vésiculaires. Mais ce peut être aussi des luxations d'épaule ou d'une hanche
Et toute luxation chez un enfant, même toute luxation spontanée, doit faire évoquer le syndrome. L'évocation de tous ces symptômes qui peuvent apparaître, c'est que justement il est difficile de poser un bon diagnostic sur cette maladie. C'est exactement le problème qui se pose chez ces patients, c'est que la médecine, il faut dire, est faite quand même de façon très très spécialisée, organe par organe actuellement, et les médecins sont toujours surpris, aujourd'hui, les nouveaux médecins, sont surpris par le fait qu'un patient se plaigne à la fois de plusieurs parties de son corps. Et on comprend mal qu'on soit à la fois constipé, avec des migraines, qu'il y ait des troubles de la marche, parce qu'il y a effectivement d'autres symptômes dont j'ai pas beaucoup parlé pour l'instant, mais qui sont des troubles de la coordination des mouvements. Et là, jointe au fait qu'on trouve des hémorragies, des ecchymoses, des hématomes, c'est un signe très fréquent. Presque tous les patients ont des ecchymoses. Et donc ça, cet ensemble de symptômes paraît hétérogène, surtout que les douleurs sont difficiles à décrire par ces patients qui ont du mal à localiser les douleurs dans leur corps. Ils ont ce qu'on appelle un syndrome de proprioception, c'est-à-dire de sensation de son propre corps. Et de ce fait, les descriptions ne correspondent pas à ce qui est décrit par ailleurs dans les livres de neurologie ou de rhumatologie, et on va très facilement penser que c'est quelqu'un qui exagère, qui a trop de signes. Alors que justement, ces caractéristiques et tous ces signes, ou une partie d'entre eux, qui sont associés, ça doit faire évoquer une cause commune, c'est-à-dire le tissu conjonctif, qui est une cause qui relie tous les organes du corps humain. Oui, parce que malheureusement, les malades sont souvent confrontés aux commentaires « c'est dans votre tête ». Pratiquement toutes les personnes que j'ai vues, enfants, adultes, et surtout dans l'enfance et particulièrement l'adolescence, ont été considérées comme des personnes qui étaient, alors on parle quand on est gentil de psychosomatique, mais on pense à d'autres mots, on pense à l'hystérie, on pense aussi, c'est à la mode aussi, les syndromes bipolaires, parce qu'un jour ils sont fatigués, un jour ils sont moins fatigués, un jour ils ont mal, un jour ils ont pas mal. Et j'ai vu des cas dramatiques sur le plan psychiatrique, avec des traitements qui étaient complètement erronés, une psychiatrisation abusive, des internements chez des enfants, des adolescents, 12 ans, 15 ans, 14 ans, une personne qui a passé plusieurs années dans l'hôpital psychiatrique. Les erreurs de diagnostic amènent parfois aussi à des traitements très agressifs, catastrophiques. Alors là, c'est déjà très catastrophique d'hospitaliser en psychiatrie alors qu'on n'est pas malade mental. Oui. C'est quand même effrayant, mais il y a beaucoup d'autres accidents qui peuvent survenir, notamment la chirurgie. Comme les articulations ont du mal à être coordonnées, elles sont souvent vers l'axe hypermobiles, les rotules se luxent, les épaules se luxent, alors on envisage des interventions qui sont souvent des échecs parce que les tissus sont pas favorables du tout à ces interventions et si on ne connaît pas le syndrome, ça se termine souvent mal. En tout cas, c'est au moins un échec et quelquefois une aggravation. Il y a d'autres gestes très dangereux. Il faut surtout pas manipuler le cou parce que les artères du cerveau passent par le cou. Et il y a eu des accidents dramatiques. Il y a aussi les anticoagulants. Ça, il y a les corticoïdes qu'il faut pas donner et les antidépresseurs. La morphine aggrave les patients. Rassurez-vous, docteur, en fait, il y a aussi des traitements efficaces. On est devant une maladie qui a été considérée comme rare, comme vous l'avez dit, mais qui n'est pas si rare que ça, loin de là d'ailleurs, mais très méconnue et en tout cas orpheline, c'est sûr. Et dans ces cas de maladies un peu curieuses, l'habitude, quelquefois, n'est pas de donner de traitement. On fait un diagnostic, il n'y a pas de traitement. Et on dit, il n'y a pas de traitement. Ah bon? Il n'y a pas de traitement, mais s'il y en a des traitements. Il y en a, ce ne sont pas des traitements du gène, ce n'est pas un traitement génétique. Ça pourra être peut-être plus tard, et c'est un grand espoir, là, un traitement au niveau du tissu collagène lui-même, mais de toute façon, il y a un traitement symptomatique. On agit sur les symptômes. Et on agit en fonction des mécanismes par exemple, des douleurs, des troubles du contrôle des mouvements. Donc, il y a des appareillages. Et on a mis au point un certain nombre de ces appareillages, notamment des vêtements, dérivés des vêtements débrûlés, qui donnent d'excellents résultats. Et également, il y a des problèmes respiratoires, de la fatigue, des migraines. Et maintenant, depuis longtemps, nous donnons des traitements par l'oxygénothérapie, qui donnent des résultats souvent assez spectaculaires sur la fatigue. Alors tous ces traitements il y en a d'autres, certains traitements au niveau local, stimulation électrique pour les douleurs, etc., mais qui ne sont pas tous des traitements efficaces totalement, mais qui améliorent beaucoup les personnes et dans certains cas de façon très spectaculaire. Alors, pour aller à l'école, pour continuer
travailler, parce que beaucoup de personnes, on a dit que c'est handicapant, mais ils sont obligés d'abandonner leur travail. Il faut faire rentrer dans la culture médicale, ne pas passer à côté d'un syndrome qui peut être amélioré, et qui se transmet. Il faut quand même savoir qu'il y a une transmission génétique. Donc il y a des conseils génétiques à donner aux personnes qui ont ce syndrome. Ce n'est pas toujours catastrophique. On a insisté sur des complications assez sévères, mais il y a quand même beaucoup de formes où on peut vivre une vie très intéressante. D'autant que ces personnes, j'insiste là-dessus, ont des qualités. Ils sont souvent très malins, très intelligents, très astucieux. Ils sont artistes. Et plusieurs de nos chanteurs, de nos musiciens ont ce syndrome. Ils ont des dons. Bien écoutez, merci beaucoup, docteur Ramonet. Je vous en prie, c'était un plaisir de parler avec vous. Voilà.